Issa était le fils d'un humble berger dans une région reculée de l'Afrique de l'Ouest, où la sécheresse et les difficultés rythmaient la vie. Son père, Baba, avait hérité de son propre père un troupeau de moutons et de chèvres, qui représentaient leur unique source de revenus. Chaque matin, Issa, le garçon frêle mais intelligent, suivait son père dans les vastes plaines desséchées, où l'herbe se faisait de plus en plus rare. Issa rêvait de quelque chose de plus grand que de passer sa vie à poursuivre des moutons dans la poussière. Mais il ne pouvait pas partager ce rêve avec son père. Baba était un homme traditionnaliste, convaincu que le destin d'Issa était lié au troupeau, tout comme le sien et celui de ses ancêtres avant lui. Un jour, alors qu'il gardait les moutons, Issa remarqua quelque chose d'étrange près d'une petite colline où ses chèvres avaient tendance à paître. Une pierre noire brillante dépassait du sol. Intrigué, il creusa un peu plus et découvrit d'autres morceaux de cette roche. Elles étaient si lourdes qu'il devait utiliser toute sa force pour les transporter. Issa avait le pressentiment que ces pierres n'étaient pas ordinaires, mais il n'était pas sûr de ce qu'elles représentaient. Un vieux professeur, de passage dans le village pour visiter un proche, devint son allié inattendu. Issa lui montra les pierres, et le professeur, étonné, suspecta qu'elles contenaient un métal précieux. Avec l'aide du vieil homme, Issa envoya un échantillon à un laboratoire dans la ville voisine. Les résultats furent stupéfiants, ces pierres contenaient de vastes quantités de coltan, un minéral rare utilisé pour fabriquer des composants électroniques comme les téléphones et les ordinateurs. Issa comprit que sa découverte pouvait changer sa vie et celle de sa famille. Mais avant même qu'il ne puisse en parler à son père, les rumeurs de sa découverte se répandirent dans le village. Certains villageois, jaloux, l'accusèrent de voler les ressources de leur terre. D'autres tentèrent de s'emparer de la zone où les pierres avaient été trouvées. Les choses prirent une tournure encore plus sombre lorsqu'un riche homme d'affaires de la ville voisine, M. Doumbia, se présenta au village avec des propositions alléchantes. Il offrit à Baba une somme d'argent pour acheter la terre où se trouvait le coltan. Baba, voyant l'opportunité d'assurer un avenir confortable à sa famille, était prêt à accepter. Mais Issa s'y opposa farouchement. « Père, si nous vendons cette terre, nous vendons notre avenir. Ce coltan peut être exploité par nous, et nous pourrions bâtir quelque chose de bien plus grand que ce que cet homme nous promet. Fais-moi confiance, je trouverai un moyen de nous sortir de la pauvreté. » Bien que Baba fût réticent, il respectait le courage et la détermination de son fils. Ils décidèrent de ne pas vendre, malgré la colère de M. Doumbia, qui avertit Issa que cette décision aurait des conséquences. Issa retourna voir le professeur, qui lui conseilla de chercher des investisseurs honnêtes pour exploiter le gisement. Avec les maigres économies de sa famille, Issa se rendit en ville pour parler à des entreprises minières. Il y passa des mois, frappant à toutes les portes, mais personne ne voulait écouter un jeune berger sans expérience ni contact. Un jour, alors qu'il était sur le point d'abandonner, il rencontra un jeune entrepreneur, Amadou, qui avait lui-même commencé sa carrière avec rien. Touché par l'histoire d'Issa, Amadou accepta de visiter le site du coltan. Impressionné par la richesse des ressources, il conclut un partenariat avec Issa, il fournirait les fonds et les équipements pour exploiter la mine, tandis qu'Issa et sa famille conserveraient une part significative des bénéfices. Les travaux commencèrent rapidement, transformant le terrain poussiéreux en un site minier prospère. Les villageois, qui auparavant se méfiaient d'Issa, commencèrent à admirer son courage et sa vision. Beaucoup furent employés dans la mine, recevant des salaires réguliers pour la première fois de leur vie. Avec le temps, la richesse d'Issa grandit,
et il investit dans l'éducation des enfants du village, construisant une école et finançant des bourses pour que les jeunes puissent poursuivre leurs études en ville. Il modernisa les infrastructures, creusa des puits pour apporter de l'eau potable et bâtit une petite clinique pour soigner les malades. Cependant, le chemin vers le succès n'était pas sans obstacle. Monsieur Doumbia, furieux de n'avoir pas pu mettre la main sur le coltan, engagea des bandits pour saboter la mine. Une nuit, ces hommes mirent le feu à une partie des équipements. Issa, au lieu de se laisser abattre, rassembla les villageois et les motiva à protéger la mine ensemble. Ils organisèrent des rondes pour surveiller le site et alertèrent les autorités locales, qui arrêtèrent finalement les saboteurs. Issa devint non seulement un homme riche, mais aussi un leader respecté. Sa mine prospérait, mais il ne se contentait pas d'accumuler des richesses. Avec Amadou, il fonda une entreprise dédiée à l'exploitation éthique des ressources naturelles, garantissant que les bénéfices servaient également à améliorer les conditions de vie des communautés environnantes. Un jour, alors qu'il admirait la colline où tout avait commencé, Issa se souvint des paroles de son père. « La richesse ne doit pas te posséder, c'est toi qui dois la posséder. » Issa avait tenu cette promesse. Son histoire devint une inspiration à travers toute la région. Il montra que, même en partant de rien, avec courage, intelligence et une vision claire, il était possible de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Le fils du berger n'était plus simplement un gardien de troupeau. Il était devenu un milliardaire, un bâtisseur de rêves, et un héros pour son peuple. Issa se tenait au sommet de la colline, les vents chauds soufflant doucement contre son visage. Il réfléchissait à tout ce qu'il avait accompli et à tout ce qui restait encore à faire. Bien qu'il fût devenu un homme incroyablement riche, il savait que sa mission allait au-delà de l'accumulation de richesses. Il portait une responsabilité envers sa communauté et les générations futures. La mine continuait à prospérer, mais Issa voulait diversifier ses activités. Inspiré par les opportunités qu'il avait eues grâce à sa découverte, il décida d'investir dans d'autres domaines qui pourraient transformer la région. Il se tourna vers les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. La région souffrait souvent de coupures de courant, et beaucoup de villages n'avaient même pas accès à l'électricité. Issa lança un projet audacieux pour installer des panneaux solaires dans chaque maison de son village et dans ceux alentours. Les panneaux solaires permirent non seulement aux enfants de pouvoir étudier le soir, mais aussi aux commerçants d'étendre leurs activités. Les femmes, qui devaient auparavant passer des heures à marcher pour broyer du grain ou chercher de l'eau, utilisèrent désormais des équipements électriques financés par Issa. Les habitants commencèrent à percevoir Issa non seulement comme un entrepreneur, mais comme un véritable bâtisseur de communauté. Cependant, son succès attira encore davantage d'attention, et pas toujours la bonne. Les grandes compagnies minières internationales commencèrent à s'intéresser à ces terres. Elles voyaient en Issa un obstacle à leur domination, car il prouvait qu'il était possible d'exploiter les ressources locales tout en partageant les bénéfices avec la communauté. Un jour, Issa reçut une offre alléchante d'une multinationale minière. Il voulait acheter sa mine pour une somme faramineuse, bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Mais Issa refusa catégoriquement. Il savait que cette vente signerait la fin de tout ce qu'il avait construit. La multinationale, frustrée par son refus, tenta de le discréditer. Des rumeurs furent répandues dans les villages voisins, affirmant qu'Issa s'était enrichi sur le dos des pauvres et qu'il exploitait lui-même sa communauté.
Ces accusations furent difficiles à supporter pour Issa, mais il décida de ne pas se laisser abattre. Il organisa une grande assemblée dans le village, invitant tous les habitants et les chefs des communautés voisines. Devant une foule attentive, il expliqua son parcours et les raisons pour lesquelles il refusait de vendre la mine. « Ce n'est pas seulement une mine pour moi. C'est notre futur. C'est la preuve que nous, les fils et les filles de cette terre, pouvons contrôler nos ressources et bâtir quelque chose de grand, ensemble. Si je vends, je trahis non seulement ma famille, mais vous tous. » Les villageois, émus par ces paroles, se levèrent pour le soutenir. Les chefs des communautés voisines promirent également leur appui. Cette solidarité renforça la position d'Issa et découragea les multinationales de continuer leur harcèlement. Avec le temps, Issa étendit ses investissements dans toute la région. Il ouvrit une école spécialisée dans les sciences et les technologies, offrant des cours gratuits aux enfants issus de familles pauvres. Il croyait fermement que l'éducation était la clé pour libérer son peuple de la pauvreté. Certains des premiers diplômés de son école devinrent ingénieurs, médecins et entrepreneurs, revenant parfois pour aider à développer leur communauté. Issa développa également un programme de microfinance pour soutenir les femmes. Ces dernières, souvent marginalisées dans les activités économiques, reçurent des prêts pour lancer de petites entreprises, des ateliers de couture, des boutiques de vente de produits locaux, et même des fermes. L'impact fut énorme. Les femmes, désormais autonomes, jouèrent un rôle clé dans la transformation de leur village. Un jour, alors qu'Issa visitait une nouvelle école qu'il venait de financer, un garçon s'approcha de lui timidement. Il lui tendit un dessin qu'il avait fait, une colline avec un berger et un troupeau, et derrière eux, une grande usine entourée de personnes heureuses. Issa regarda le dessin avec émotion. Le garçon, souriant, dit, « C'est toi, monsieur Issa. Tu es notre berger, mais maintenant tu guides des hommes, pas des moutons. » Ces mots touchèrent Issa profondément. Il réalisa que son histoire était devenue un symbole pour beaucoup. Ce qu'il avait accompli montrait à d'autres jeunes qu'ils n'étaient pas condamnés par leurs origines ou par les limites imposées par leur environnement. Ils pouvaient rêver grand, tout comme lui. Malgré tout son succès, Issa resta humble. Il continuait à vivre dans une maison simple, bien qu'il eût les moyens de s'installer dans les grandes villes ou même à l'étranger. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne quittait pas son village, il répondait toujours, « C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que je dois rester pour m'assurer que personne n'oublie d'où nous venons. » Les années passèrent, et Issa devint un véritable modèle à travers tout le continent. Il fut invité à des conférences internationales, où il parlait de développement durable et de l'importance de donner du pouvoir aux communautés locales. Mais il ne se laissa jamais séduire par les lumières de la célébrité. Pour lui, la véritable richesse résidait dans le sourire des enfants jouant dans les écoles qu'il avait construites, dans les rires des femmes célébrant leurs réussites entrepreneuriales, et dans la fierté de son père, Baba, qui, désormais âgé, voyait en son fils la preuve vivante que les rêves les plus audacieux pouvaient devenir réalité. Ainsi, le fils du berger ne devint pas seulement milliardaire en argent, mais en impact, en espoir et en inspiration. Il transforma sa communauté, sa région, peut-être, le destin d'une partie de son continent. Tout cela parce qu'un jour, un garçon curieux avait eu la vision de voir plus loin que son troupeau. Les jours passèrent,
et Issa continua d'investir son énergie et ses ressources dans de nouveaux projets visant à améliorer la vie des siens. Bien qu'il eût déjà transformé sa région en un modèle de développement, il ne pouvait ignorer les défis persistants qui affectaient d'autres parties du continent. La sécheresse, les conflits, et le manque d'accès aux ressources de base étaient des réalités qui poussaient Issa à rêver encore plus grand. Un jour, lors d'une discussion avec un groupe de jeunes leaders africains qu'il mentorait, Issa partagea une idée audacieuse, la création d'un réseau panafricain d'innovation. Ce réseau, qu'il appela « Horizon africain », serait une plateforme permettant aux jeunes entrepreneurs, ingénieurs, et penseurs de collaborer pour trouver des solutions aux problèmes locaux tout en respectant les ressources et les traditions africaines. La mise en place de ce projet nécessitait des fonds considérables et une coordination complexe entre différents pays. Pourtant, fidèle à son caractère déterminé, Issa se lança dans l'aventure. Il commença par utiliser ses relations pour attirer des investisseurs privés et des philanthropes partageant sa vision. Il sollicita également les chefs d'État africains pour obtenir leur soutien, insistant sur le fait que l'avenir de l'Afrique ne pouvait être écrit que par ses propres fils et filles. Le premier centre d'innovation d'Horizon africain ouvrit ses portes dans la capitale de son pays d'origine. Ce centre devint rapidement un lieu de convergence où des idées novatrices émergeaient, allant de la création de technologies agricoles adaptées au climat local, à des applications mobiles facilitant l'accès à l'éducation et aux soins de santé. En peu de temps, le succès du projet se répandit à travers le continent, et d'autres centres furent ouverts dans des villes comme Nairobi, Dakar, Lagos et Addis Abeba. Malgré l'ampleur croissante de ses projets, Issa n'oublia jamais ses racines. Il visitait régulièrement son village natal, partageant des moments simples avec les bergers et les fermiers qu'il avait vus grandir. Chaque visite était une occasion pour lui de se reconnecter à l'essence de son parcours et de s'assurer que son travail restait ancré dans les valeurs d'humilité et de service. Lors d'une de ces visites, Baba, son père, qui était désormais très âgé, lui posa une question qui resta gravée dans son esprit. « Mon fils, tu as accompli tant de choses. Mais as-tu trouvé ce que ton cœur cherchait vraiment ?» Cette question troubla Issa. Tout au long de son parcours, il avait été guidé par une vision de changement et de justice, mais il réalisa qu'il n'avait jamais pris le temps de chercher un équilibre entre son travail et sa propre paix intérieure. Encouragé par les paroles de son père, Issa commença à s'ouvrir à d'autres aspects de la vie. Il trouva l'amour auprès d'une jeune architecte nommée Amina, qu'il rencontra lors de la construction d'une école écologique dans une région reculée. Amina partageait non seulement ses rêves de transformation sociale, mais elle lui montra aussi l'importance de prendre soin de lui-même. Leur mariage fut une célébration modeste mais joyeuse, unissant les traditions locales et les visions modernes. Avec Amina à ses côtés, Issa lança un nouveau projet ambitieux, une chaîne de fermes intelligentes alimentées par l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Ces fermes visaient à résoudre le problème de la sécurité alimentaire en Afrique tout en respectant l'environnement. Les fermes furent accueillies avec enthousiasme par les communautés locales, qui virent en elles une solution durable pour nourrir leurs familles et exporter des produits de qualité à travers le monde. Un autre tournant important dans la vie d'Issa survint lorsqu'il reçut une invitation à s'exprimer devant les Nations Unies. Lors de son discours, il raconta l'histoire de son enfance, de la colline où il gardait les moutons jusqu'à son ascension en tant que leader économique.
Mais au lieu de se concentrer uniquement sur ses succès, il mit en lumière les défis systémiques qui continuaient à freiner le progrès en Afrique. Le potentiel de l'Afrique est infini, déclara-t-il. Mais ce potentiel ne sera pleinement réalisé que si nous investissons dans notre peuple, si nous croyons en nos capacités et si nous cessons d'attendre que d'autres viennent nous sauver. Son discours fut acclamé dans le monde entier et suscita une nouvelle vague d'intérêt pour les projets de développement menés par les Africains. De nombreux jeunes, inspirés par son histoire, se lancèrent dans des initiatives similaires, amplifiant ainsi l'impact de sa vision. Les dernières années de la vie d'Issa furent marquées par une paix profonde. Bien qu'il restât actif dans ses entreprises et ses œuvres caritatives, il passait de plus en plus de temps à écrire. Ses mémoires, intitulés « Sous le ciel de la savane », devinrent un best-seller, racontant son voyage extraordinaire et partageant les leçons qu'il avait apprises. Il écrivait souvent sous l'ombre de l'acacia où il avait autrefois rêvé d'un avenir différent. Quand Baba, son père, rendit son dernier souffle, Issa organisa une grande cérémonie pour honorer sa mémoire. Tout le village, ainsi que des invités venus de loin, se rassemblèrent pour célébrer la vie de cet homme simple dont la sagesse avait donné naissance à un géant. Lors de son éloge, Issa déclara « Mon père m'a appris que la richesse n'a de sens que si elle est partagée. Aujourd'hui, tout ce que je suis, je le dois à ses enseignements. » Issa continua à œuvrer jusqu'à la fin de ses jours, laissant un héritage de transformation et d'inspiration. Son histoire, celle du fils du berger devenu milliardaire, resta gravée dans les cœurs, non pas comme une quête de richesse matérielle, mais comme un témoignage du pouvoir des rêves, de la détermination et de la foi en l'humanité.